monde et bienvenue dans ce coin lecture spécial thriller et horreur. Camille met un coup de tonnerre, merci. Donc ouais, voilà, nous allons parler de 8 livres ce mois-ci, dont 6 thrillers ou livres d'horreur, parce que... 6, parce qu'il y a toujours le livre d'abonnés, n'est-ce pas, que je tire au sort, et ça, je peux pas choisir le thème, du coup. C'est un peu tout le principe du tirage au sort. Et l'autre livre, qui n'est pas un thriller, je vous expliquerai pourquoi quand on y sera dans 3 semaines. On en parlera dans 3 semaines et je vous expliquerai à ce moment-là. Mais avant toute chose, penchons-nous sur l'un des sujets les plus terrifiants de ce mois-ci. La méthode scientifique. Merci. Et donc le livre de l'un d'entre vous, le fameux livre de viewer du mois, mais alors... Avant de commencer ce petit retour sur l'esprit curieux et les yeux mauvais du docteur Sébastien du Fromentel, qui est un livre qui parle de science, et ça tombe pas mal parce que j'aimerais vous parler un peu de statistiques. Vous le savez, je tire au hasard mes lectures mensuelles parmi les livres de viewer, et donc voilà, c'est le cas de ce livre. Je fais ça parce que si je choisissais ceux que j'ai envie de lire, honnêtement, certains livres n'auraient aucune chance d'être choisis. Donc je laisse leur sort aux mains du hasard. Mais je file un petit coup de main au hasard, voyez-vous, parce que il y a beaucoup de livres qui n'ont pas de chance et ne sont jamais tirés au sort au fur et à mesure des mois. Vous allez me dire, bah c'est le jeu, voilà. Le truc c'est que je remplis voilà, les 2 cases, vous voyez, non vous voyez pas le meuble, mais il y a un meuble Ikea là, je remplis les 2 cases du meuble que j'ai à côté de moi, de livres de viewer du coup, et quand les 2 cases sont pleines, j'arrête de recevoir vos livres. Et quand j'en ai une qui est vide, je les réaccepte. Comme ça que ça se passe. Donc certains livres passent de 1 chance sur 10 d'être choisis, quand l'une des 2 cases est vide, n'est-ce pas, à 1 chance sur 30, quand les 2 cases sont pleines. Parce que je les remplis pas seulement horizontalement, je les remplis verticalement quand il n'y a plus la place. Là en ce moment ils sont 32 sur la liste d'attente, mais 2 cases sont presque pleines. Donc pour que ce soit un peu plus juste, j'utilise un système à la Hunger Games, où je génère un numéro aléatoirement, et à chaque fois que tu n'es pas tiré au sort, tu as une chance de plus d'être tiré au sort. Un bulletin de plus dans l'urne, si vous voulez. Comme ça avantage ceux qui attendent depuis longtemps. Par exemple, Bannissement social livre 1 de Gail Vagre, ou encore Implacable déchéance de David Morel, qui attendent dans ma bibliothèque depuis plus de 3 ans, ont 2 fois plus de chances d'être choisis, voilà, que si je faisais un système de tirage au sort tout bête. Pareil pour Les Peuples de Gaïa, voilà, de Grégory Orsier, qui attend son tour depuis plus de 4 ans. Le contre-coup de ça, c'est que les livres que je viens de recevoir ont évidemment du coup 10 fois moins de chances d'être tirés au sort que dans un tirage au sort classique. D'où ma surprise quand le sort a désigné ce livre pour ma lecture spéciale viewer, parce que il a attendu que 3 mois. Il avait 0,5% de chance d'être tiré au sort. On est sur une énorme improbabilité statistique. Alors, j'aurais tendance à dire, Elzen, c'est le surnom de l'auteur, si tu crois à la chance, c'est le moment de jouer au loto, sauf que ça aurait été davantage le cas si j'avais aimé ce livre, et ce n'est malheureusement pas le cas. Alors, bon, ça se lit vite, ça m'a pris 3 heures. Et alors, j'allais dire, c'est intéressant, mais... Okay, bon, je vais tâcher d'être précis sur mon problème. C'est un livre qui parle de la méthode scientifique, d'accord? La méthode scientifique, je sais à peu près ce que c'est. Je peux encore en apprendre bien plus, pour avoir une connaissance, si vous voulez, plus carrée du concept, mais je vois l'idée. Un peu comme la gravité, quoi, si vous voulez, ou des concepts extrêmement basiques de physique. S'il faut expliquer, je peux, mais il faut pas me demander d'entrer dans les détails. Ce livre a la prétention, au sens positif du terme, la prétention, je ne traite pas le livre de prétentieux, je dis juste qu'il prétend, voilà, il a la prétention de vulgariser la méthode scientifique, via un certain nombre d'exemples, et au fur et à mesure du livre, je comprenais de moins en moins la méthode scientifique. Et pour moi, il y a 3 grosses raisons à ça. La première, c'est que le livre manque très cruellement de structure. Plus de la moitié du temps, je savais pas ce que l'auteur essayait de me dire, ce qu'il illustrait, pourquoi tel ou tel exemple. Alors parfois, j'arrivais à y revenir, si vous voulez, à revenir au sujet du chapitre, mais c'était un effort conscient que je devais faire, genre... Pourquoi il me parle de ça déjà? Ah oui, c'est vrai, c'était le point qu'il voulait démontrer, d'accord. Genre par exemple quand l'auteur parle de la persistance rétinienne pour évoquer le fait qu'on peut pas faire confiance à nos yeux. Pourtant c'est des concepts que je maîtrise très bien du coup, parce que pour celles et ceux qui savent pas, je vous explique. L'un des principes de la méthode scientifique, c'est de douter de tout remettre en question. On est tenté de se dire du coup, ouais mais si je vois quelque chose, c'est bien que ça a lieu, puisque je le vois. Et l'un des exemples que l'auteur propose pour réfuter ça, c'est le cinéma. Pourquoi le cinéma? Parce que quand vous regardez un film, vous avez l'impression que l'image est continue, qu'il n'y a pas d'interruption, alors que, vous le savez, c'est pas le cas.
Un film, c'est une projection de suite d'images au rythme de plus de 24 images par seconde, mais des images fixes. Seulement l'œil humain est imparfait et croit qu'il n'y a pas d'interruption. En vérité, ce que vous êtes en train de regarder, même là maintenant, c'est ça, mais avec 2 fois plus d'images, 2 fois plus rapide. Voilà. Donc non, vous pouvez pas vraiment faire confiance à vos yeux, ni à aucun de vos sens, d'où l'importance de la méthode scientifique. Là, ce que je viens de faire, c'est établir le concept, le lier à l'exemple, vulgariser l'exemple, le relier au concept après, et rappeler le concept. Ce que je pense que l'auteur aurait peut-être dû faire systématiquement, pour que tout soit clair tout le temps. Le livre passe son temps à dire ça on en parlera plus tard, ça on en a parlé avant, ou à donner des exemples sans les relier à la problématique du chapitre, ou à donner des détails très superflus sur certains trucs. Mais là on va taper dans le deuxième problème du livre, qui est l'auteur vulgarise à peine. Mais ça, je vais pas être trop dur, parce que c'est un exercice très périlleux. Le savoir, c'est compliqué. Le savoir, c'est compliqué. Tout est compliqué. Et vous allez me dire, non, 1 plus 1 égale 2, c'est pas compliqué. Sauf que si je te demande, ok, ça veut dire quoi 1? C'est quoi le concept de 1? Il y a des mathématiciens qui ont écrit des livres entiers pour expliquer 1 plus 1 égale 2. Et la tâche du vulgarisateur, c'est de simplifier sans bêtifier, si vous voulez, la connaissance. La rendre accessible, en essayant d'être le plus complet possible, tout en sachant qu'il manquera forcément des bouts, parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, lacunaire, oui, sans être faux, sinon évidemment aucun intérêt. Et d'après moi, surtout être divertissant. D'une façon pas forcément drôle, mais divertissant. Or, ce livre est très sec. On s'amuse pas vraiment. On s'amuse pas. On est vraiment jusqu'au cou dans les détails. Ça ressemble à un livre de cours. Et un livre de cours décousu en plus. Mais ça, c'était le premier problème. Même des sujets que je connais plutôt pas mal, j'avais parfois un peu de mal à suivre parce que c'était aride, quoi. Et du coup, j'étais un peu surpris quand l'auteur m'a dit que tous les retours qu'il avait eus étaient positifs. Je veux dire, très bien pour lui, évidemment, mais surprenant quand même, surprenant. Enfin, moi j'ai trouvé ça surprenant en tout cas. Mais je lui ai quand même demandé du coup à qui il avait fait lire son livre pour éclairer un peu ce détail que je trouvais bizarre. Et sa réponse ne m'a pas surpris. Alors bon, des proches évidemment, mais c'est pas là que je voulais en venir. C'est surtout des collègues, doctorants, des professeurs, des chercheurs et des chercheuses, des gens qui baignent là-dedans, si vous voulez, qui n'ont pas besoin de vulgarisation. Pour le lecteur moyen que je suis, c'était un petit peu sec. Et le troisième problème, qu'on a tendance à ignorer un peu quand on écrit de la non-fiction, mais qui reste un problème, le style. Encore et toujours le style. Il y a un moment, j'ai cru qu'il essayait de battre le record du monde de l'emploi d'adverbes en une page. Une vraie épidémie. Une vraie épidémie d'adverbes en ment, c'est phase terminale d'adverbes en mentite. Ou vraiment une épidémie, assurément. Non, sans déconner, je vais pas vous lire un extrait là parce que je pense pas que ça ait un intérêt. On le fera demain si vous voulez, demain après-midi au coin du feu sur Twitch, sur la chaîne Twitch LinksTS, toi-même tu sais. Mais le style est pâteau, si vous voulez, laborieux, c'est un point que l'auteur a négligé, je pense. Mais j'ai quand même envie de finir sur une note positive, parce qu'il y a quand même du positif. Pas mal de positif. D'abord, quand le livre ne te perd pas, il est intéressant. Et ça, le niveau auquel t'accroches à un livre, c'est strictement personnel. Trop sec pour moi, peut-être parfait pour vous. Je vous rappelle encore une fois que dans cette émission, il s'agit de mon avis, et que vous pouvez avoir un avis différent, et on a tous raison, et c'est formidable. Et puis ça se sent que l'auteur aime ce dont il parle. Je peux pas dire qu'il sache communiquer sa passion, pas pour moi en tout cas, moi, il n'a pas su me la communiquer, mais il sait en parler. D'ailleurs, j'ai trouvé les chapitres 10 et 11 sur les dangers des sophismes et sur l'importance du contexte historique scientifique beaucoup plus accessibles et peut-être même plus authentiques. J'avais l'impression que c'était un peu l'impulsion de départ du livre. Genre, je vais parler de la méthode scientifique pour pouvoir rappeler son importance, mais aussi rappeler que le consensus scientifique est toujours relatif. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ces deux chapitres vraiment meilleurs que les autres. Et l'autre qualité de ça, donc troisième qualité, finalement, 3 défauts, 3 qualités, de manière merveilleuse, c'est que du coup, il pratique ce qu'il prêche, c'est-à-dire, c'est très carré comme livre. Ça, il te vend de la méthode scientifique, et il te cite ses sources, il te cite même les sources des illustrations. À ce niveau-là, si c'est important pour toi, il est vraiment très propre. Bon, moi je m'en fous, et je trouve que ça alourdit beaucoup le livre, mais si toi tu y vois plus une qualité qu'un défaut, voilà, on est en plein dedans. Bref, si vous aimez les sciences, je vous le recommande, chaudement. L'auteur travaille actuellement sur le 2e volet, donc voilà, j'espère que mon retour lui sera utile, sinon, tant pis, hein. On peut pas toujours avoir de la chance, 0,5% de probabilité. J'en reviens toujours pas. Mais attaquons notre premier thriller du mois, et parlant de premier, c'est mon tout premier Franck Tillier,
La Faille, ça se prononce peut-être Franctiliez, je crois que ça se prononce Franctilier, hein. Ça se prononce Franctilier. Donc ouais, c'est mon premier Franctilier, faut bien commencer quelque part. Mais bon, on se rappelle comme ça que je n'ai jamais lu un seul Georges Simenon, jamais lu un seul Tom Clancy, ni Tolstoy, ni Dostoevsky, ni Anne Rice, ni Ken Follett, ni Terry Pratchett, bref. Vous parlez pas à une encyclopédie vivante de la littérature si vous voulez. Je lis un peu, mais je suis très très loin d'avoir tout lu. Et donc, qui c'est Franck Tillier? C'est l'un des plus gros auteurs de polar français contemporains. Le plus gros, vous savez quoi? Peut-être. Peut-être, je m'y connais pas assez pour me prononcer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on le voit toujours en tête de rayon. Vous savez, les meilleures ventes, t'as l'impression qu'il y a un roulement d'une quinzaine de noms. Les Guillaume Musso, les Amélie Nothomb, les Maxime Chatham, les Virginie Grimaldi, et donc les Franck Tillier. Et moi, un jour, je me dis, mais tu sais quoi, je lis pas ça, moi. Je lis pas ça. Et en fait, j'ai cette espèce de triple méfiance un peu couillon. Si ça se vend, c'est que c'est de la merde. Parce que j'ai des espèces de vieux restes d'élitisme à la con dont j'ai du mal à me débarrasser, j'y travaille. Quand j'y travaille, je travaille dur, hein, les frères. J'ai 2 Grimaldi, j'ai 2 Giacometti Ravenne, j'ai un Musso, je compte laisser une chance à tout le monde. 2, tout le monde le lit, donc non seulement mes coins-lectures vont perdre en originalité, mais en plus, là, faut que je prenne en compte probablement un consensus contemporain dont j'ignore tout, et dont, en plus, je me bats relativement les couilles, je peux me permettre de un petit peu. Je peux pas l'aborder aussi détendu que d'habitude, si vous voulez. Et 3... il y a des fans là-dehors. Il y a des fans. Alors, putain, méfie-toi de ce que tu vas dire et de comment tu vas le dire. Alors, je vous entends me dire, mais on s'en fout des autres, dis ce que t'en penses. Non. Ma santé mentale, si vous voulez, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Et je peux pas juste ignorer les commentaires, c'est pas possible. Et 2, ils vont avoir un avis. Imagine, regarder candidement Rogue One, et c'est ton premier Star Wars. Et tu donnes un avis dessus, en ligne. Imagine. Ou bien l'enfant maudit et c'est ton premier contact avec Harry Potter. Voilà. L'angoisse. D'autant que c'est le 23e roman de Franck Tillier, donc voilà, bien établi. Et c'est le 12e tome de la saga de Franck Charcot et Lucie Henbel, les enquêteurs et enquêtrices principales du livre. C'est pas idéal de commencer une saga par le tome 12, sauf que je savais pas moi en le commençant, donc voilà. Très très long préambule pour que vous puissiez bien avoir en tête tout ce qui aurait pu très mal se passer à la lecture de ce livre, et c'est une tuerie. Voilà. Littéralement déjà, et ensuite, ouais, surtout figurativement, c'est surtout là que je veux en revenir. Il y a une citation de Stanley que j'aime beaucoup, c'est chaque comic book est le premier comic book de quelqu'un. Ce qui veut dire qu'il faut que l'histoire progresse, certes, évidemment, mais il faut aussi accueillir les nouveaux venus, d'une façon ou d'une autre. Et c'est peut-être la réponse que je devrais donner aux gens qui me disent d'après toi, par où est-ce que je dois commencer Batman, par où je dois commencer Spider-Man, les comics, ou même le catch d'ailleurs. La réponse finalement c'est commence. Commence, si les auteurs font bien leur taf, tu seras accueilli. Et j'ai rarement vu ça aussi bien fait que dans ce livre. Je prétends pas ressentir ce que j'aurais ressenti si ça faisait des années que je suivais ces personnages, mais il m'a fallu moins de 3 chapitres pour être investi à 100%. L'efficacité est redoutable, d'ailleurs c'est pas compliqué, dès le départ, il arrive un très gros pépin à l'un des personnages. Apparemment c'est un personnage récurrent, si j'en crois le mot à la fin de Franck Tillier. Et toujours si j'en crois le mot, ça n'a pas été facile pour lui de malmener le personnage en question, mais comme il le dit lui-même, c'est un roman qui parle de la mort, alors il fallait que quelqu'un aille explorer cette contrée, on va dire ça comme ça. Et c'est assez difficile à lire, ce passage est assez difficile à lire parce que, évidemment, ses proches réagissent. Et là on a, j'ai envie de dire, le vrai gros point fort de ce livre, et je vais spoiler jusqu'au chapitre 9, voilà, donc vraiment c'est pas grand chose, mais en fait non seulement ça nécessite un trigger warning si vous voulez, donc voilà, et en plus c'est le cœur du propos du livre, donc voilà, je suis un peu obligé de spoiler un tout petit peu. Donc l'équipe suit un suspect jusque chez lui, il parvient à s'enfuir, mais sur le chemin il blesse gravement Audra, l'une des flics, restée en retrait par rapport à l'opération parce que elle est enceinte. Elle se retrouve vite en état de mort cérébrale, mais le fœtus va bien. Seulement, il n'est pas encore viable. Et à partir de cet incident, on a une scission entre deux histoires, l'histoire A et l'histoire B, qui sont toutes les deux menées avec beaucoup de savoir-faire. L'histoire A, c'est l'identification de la victime du gars qui a tué Audra, enfin, parce que le gars s'est enfui et je vous dis pas ce qui lui arrive, parce qu'ils ont un corps, mais ils n'ont pas de nom. Ils ont qu'un os greffé, et en remontant la piste de cet os, ils vont être confrontés à la mort d'une façon beaucoup plus... j'ai envie de dire, une façon plus classique, quoi, pour un thriller. C'est-à-dire que l'inspecteur va se retrouver dans une vieille abbaye, il va se retrouver dans un hôpital psychiatrique désaffecté, dans un club de nuit glauque sur le thème de la mort, enfin voilà, on est sur des codes de polar presque évidents, mais là encore, très maîtrisés. Mais
ce qui fait basculer ce livre pour moi d'un B à un A, si vous voulez, dans mon système de notation, que je ne vous partage plus, mais que vous pouvez trouver dans le tableau qui se trouve dans la description de la vidéo, parce qu'il fait passer de bon à excellent, quoi, si vous voulez. Le truc en plus, c'est vraiment le traitement de l'histoire B. D'abord, ça m'avait gonflé parce qu'il y avait des références au Covid dans le roman. Je me suis dit, frère, ça va dater ton livre à la vitesse grand V. Dans 10 ans, plus personne se souviendra des gestes barrières, la distanciation sociale, tout ça, ce serait vraiment de l'histoire ancienne. Bref, tu fais référence à une époque qui est déjà révolue et qui va s'évanouir de plus en plus dans les mémoires. Sauf que ça ancre le roman dans une réalité médicale. Et ça, c'est indispensable pour l'histoire B. Parce qu'il y a cette idée insupportable, si vous voulez, ce dysfonctionnement cognitif fondamental, cette pauvre femme morte en train de donner la vie. Et cette question abordée de façon assez superficielle mais suffisante dans les deux histoires est centrale. Quand est-ce qu'on est mort, quoi? Quand est-ce qu'on est vraiment mort? Je veux pas dire genre on est mort quand on pensera à toi pour la dernière fois, non, mais plutôt vraiment physiologiquement, quand est-ce qu'on meurt pour de vrai? Et là, c'est vraiment super bien traité. D'abord, t'as la réponse de la médecine, avec les risques objectifs de maintenir une personne en état de mort cérébrale en vie pendant des mois. T'as bien sûr la question éthique. T'as le point de vue juridique, qui ne considère même pas le fœtus comme une personne. Et t'as l'horrible déchirement de deux entités qui ont autant raison l'une que l'autre, j'ai envie de dire. Il y a Nicolas, le conjoint d'Audra, qui veut sauver le bébé, évidemment, mais les parents d'Audra qui peuvent pas piffrer Nicolas, qui le tiennent pour responsable de la mort de leur fille, et ils veulent pouvoir enterrer leur fille et passer à autre chose. D'ailleurs, il y a un twist à cette histoire-là, et que j'ai pas vraiment aimé, parce que pour moi, l'équilibre là, comme ça, il était nickel, quoi. C'est la froide, dure, insupportable question de la vie et de la mort. Et puis Audra a dit qu'elle voulait pas être maintenue en vie artificiellement quand elle était encore consciente, vivante, mais la présence d'un fœtus évidemment complique la question, parce que évidemment c'est pas le genre de question que tu te poses quand t'es enceinte. Bref, entre la profondeur et la complexité des réflexions, l'aspect vraiment, j'ai envie de dire, fun, mais c'est pas vraiment le mot, disons l'aspect dynamique de la partie enquête de l'histoire, et si vous y ajoutez le fait que l'auteur a su parfaitement accueillir un nouveau lecteur dans une histoire qui a déjà 15 tomes et près de 20 ans, pas 15 tomes, 11 tomes seulement, mais près de 20 ans, alors fatalement, je me suis fait spoiler des tomes précédents, hein, parce qu'ils ont passagement attendu le 12e tome que je débarque pour qu'il se passe des trucs importants dans leur vie, assez braves gens, donc je vous suggère pas de commencer par celui-là, soyez pas comme moi. Par contre, du coup, ce que je me suggère personnellement, c'est de découvrir le début de l'histoire. Parce que Franck Tillier a été une très belle découverte. Si ça pouvait m'apprendre une bonne fois pour toutes à ne plus me méfier de ce qui est populaire, ce serait super. En plus, c'est complètement con en fait quand on y pense, parce que j'adore Stephen King, j'adore Agatha Christie, c'est pas exactement de la littérature de niche. Merci à tous d'avoir suivi ce coin lecture, en tout cas j'espère qu'il vous a plu, et comme toutes les semaines, on se quitte avec la question de la semaine. Et inspiré par la faille, j'ai envie de vous demander, et vous, quel est le truc dont vous vous êtes méfié parce que trop populaire, trop... Enfin, vous voyez, tout le monde aime ça, alors non, ou alors peur d'être déçu peut-être, enfin voilà, vous voyez l'idée, et vous avez essayé, et vous avez grave kiffé. Je reste vague parce que moi je me souviens par exemple de la première impression que j'ai eue en découvrant une bande-annonce pour le dessin animé Pokémon sur Fox Kids. C'était pour l'épisode sur le gamin avec le gamin samouraï avec son Scarabrut. Et je me souviens très nettement m'être dit que ça avait l'air complètement con comme concept. Un avis que j'ai pas conservé très longtemps. Je vous laisse me parler de tout ça dans les commentaires. Je prends le temps de remercier mes Plectrians de niveau 3 et plus, bien sûr, ils sont magnifiques, notamment Chaminou333, qu'on embrasse, Chaminou333, bien sûr, Romain D, May 28, Leslie, Faline Baskerville et Morgane Kemer, par exemple. Merci beaucoup à vous 6. Et tous les autres Plectrians dont le nom va s'afficher durant le générique de fin, toi-même tu saches. Quant à nous, je vous dis à demain, bien sûr, sur Twitch, au coin du feu. Et pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, à la semaine prochaine, pour le prochain coin lecture. Ciao.